Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur l'officialisation de la participation du Maroc à l'initiative chinoise One Belt, One Road. Le Maroc est le premier pays d'Afrique du Nord à rejoindre ce projet d'envergure qui vise à connecter la Chine au reste du monde via un réseau d'infrastructures. Je vais dans cette vidéo vous parler de l'initiative en elle-même et de ce que la Chine essaye d'accomplir avec ce projet. Et je vous dirai ensuite en quoi ça sera bénéfique pour le Maroc, et enfin pourquoi l'Europe voit d'un très mauvais œil ce rapprochement stratégique entre la Chine et le Maroc. Donc l'initiative Belt and Road, que l'on connaît en français sous le nom de la Nouvelle Route de la Soie, est un projet d'infrastructure routière, maritime et ferroviaire. Les Chinois appellent leur pays Zhongguo, ce qui signifie le royaume du milieu, mais qui peut aussi être interprété comme le centre du monde. C'était comme cela que la Chine était vue durant son âge d'or vers le milieu du Moyen Âge. C'était le centre de l'Asie. Le pays souhaite désormais retrouver cette place historique. Plus de 70 pays ont déjà exprimé leur volonté de participer à ce projet. Pour le gouvernement chinois, il s'agit de faire de la Chine le centre économique du monde et ainsi mettre fin à l'hégémonie américaine. Il y a une grosse différence d'approche entre la Chine et les États-Unis dans leur rapport au reste du monde. Les Américains privilégient la manière forte pour affirmer leur domination sur le monde. C'est la stratégie des interventions et des bases militaires. Les Russes s'inscrivent aussi dans cette stratégie qui émane de la guerre froide. Les Chinois sont à l'opposé de cette stratégie. Ils utilisent principalement le soft power via le commerce pour créer des relations d'interdépendance. Et ce projet de nouvelle route de la soie s'inscrit dans cette stratégie de domination chinoise. Pour l'instant, la moitié des infrastructures ont été construites, la plus impressionnante d'entre elles étant la voie ferrée qui connecte Pékin à Londres. Le premier train est arrivé à Londres en 2017 après avoir parcouru plus de 12 000 km en 18 jours. Le projet a aussi été critiqué à cause du phénomène des trappes à la dette. Beaucoup de pays ont accusé la Chine d'avoir mis en place des montages financiers pour s'accaparer les infrastructures à la suite des défauts de paiement des États. Le Sri Lanka en est le parfait exemple. La Chine a construit un port dans la ville de Colombo, au Sri Lanka, mais suite à des crises économiques répétées et le prix de la construction très élevé, la ville a dû céder le port à une société chinoise pour une période de 99 ans en échange de l'effacement de sa dette d'1 milliard de dollars. Beaucoup d'experts ont dénoncé les pratiques chinoises qui visent à commencer un chantier puis réévaluer le coût du chantier en milieu de route. C'est une stratégie entre le gouvernement chinois qui octroie les financements avec cette clause qui stipule qu'en cas de non-paiement, le projet revient à la Chine, et les contracteurs privés chinois qui réévaluent le coût en cours de route pour demander un financement additionnel. La finalité, c'est l'augmentation de la facture globale qui devient de plus en plus dure à rembourser. Il y a quelques exemples en Afrique, mais la majorité des projets chinois ont apporté du développement aux pays africains. Mais il est bon de rappeler que les Chinois ne sont pas des anges et qu'ils ont d'abord l'intérêt de leur peuple en tête. Le port de Colombo, de par sa position géographique, est stratégique pour la Chine. Ça lui permet d'avoir un œil sur le rival indien et c'est aussi une porte vers le Moyen-Orient et l'Est de l'Afrique. Le Maghreb est la dernière région à bénéficier de ce projet. La première raison de ce retard, c'est que la zone est paralysée par l'obsession maladive du régime algérien de vouloir détruire le Maroc. Et donc il s'agit de la zone économique la moins intégrée du monde. Il y a plus d'échanges entre les deux Corées contre le Maroc et l'Algérie. Ce manque d'intégration fait que la zone n'est pas très attractive globalement pour les investisseurs étrangers. L'autre raison, c'est que pour longtemps, l'Algérie devait être le champion chinois dans la région. La nouvelle route de la soie devait commencer avec le port de Cherchell et s'étendre comme une toile d'araignée au reste de l'Afrique du Nord. Mais ce mégaport qui a été initié en 2010 n'a toujours pas vu le jour. Il y a une première phase qui a été initiée en 2018 mais le chantier a été arrêté à cause de la structure du sol qui n'était pas propice à la construction d'un port. À l'époque, il était question de déplacer le port vers Annaba, mais avec le changement de chef d'état-major en 2019, les militaires ont décidé de relancer le projet au même endroit avec une nouvelle facture globale et un nouveau partenariat avec le constructeur chinois. La facture est passée de 3 à 6 milliards de dollars et la Chine a accepté de financer le projet en échange d'un contrat qui a causé la controverse en Algérie. Vous l'avez deviné, le contrat en question est très similaire à celui du port de Colombo. Cependant, la somme empruntée est 3 fois plus élevée, ce qui a provoqué des critiques nombreuses auprès des Algériens. La Chine aura la gestion du port pour une durée de 30 ans et si l'Algérie n'est pas capable de rembourser le prêt, celui-ci reviendra à l'exploitant chinois. La controverse a contraint le gouvernement à renégocier le prêt avec la Chine et depuis le projet est au point mort et il n'est pas prêt de reprendre. Il y a un antécédent récent en Algérie avec les infrastructures des Jeux olympiques méditerranéens d'Oran. Le chantier a beaucoup eu de retard qui sont en partie dus à un conflit entre les parties algériennes et le constructeur chinois qui veut que l'Algérie prenne en charge les coûts supplémentaires liés au retrait de roches sur le site. Les Chinois accusent l'Algérie de ne pas avoir correctement mené des études de terrain et les Algériens disent que ça concerne le chantier et que ça doit donc être pris en compte par le constructeur chinois.
Le régime algérien, qui n'a pas vraiment le choix, a certainement dû céder à la partie chinoise pour éviter l'humiliation diplomatique qui résulterait de l'annulation des Jeux méditerranéens. On peut penser que la même chose arrivera au port de Churchill si celui-ci devait voir le jour. Toutes ces tensions commerciales avec l'Algérie expliquent le changement géopolitique radical de la Chine, qui a pour longtemps considéré l'Algérie comme un partenaire privilégié en Afrique du Nord. Mais ce partenariat était uniquement basé sur une relation de fournisseur à client, la Chine et la Russie étant des fournisseurs exclusifs de l'Algérie en armes principalement, adoptaient systématiquement les thèses de l'Algérie sur plusieurs sujets, parmi eux le Sahara marocain qui est, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, le seul sujet de préoccupation du régime sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'Algérie est empêtrée dans une crise multiforme, aussi bien économique, politique et culturelle. Vous avez dû voir les rapports alarmants de la Banque mondiale qui ont été sévèrement critiqués par l'Algérie qui a parlé de l'éternel complot maroco-sioniste. Le pays fait face aussi à de nombreuses pénuries alimentaires, dont celle de l'huile de table, qui ont amené les dirigeants à prendre des mesures incroyables et inédites sur la scène internationale, comme interdire aux mineurs d'acheter de l'huile de table. Le pays n'est donc plus en mesure d'acheter des alliés, la montée en puissance du Maroc dans la région change aussi la donne, le système économique et la stabilité politique du Maroc, la position stratégique du pays devient dès lors des atouts de taille pour la Chine. Le pays a changé sa position sur le Sahara marocain de manière spectaculaire. On doit ce changement d'attitude à la montée des manœuvres hostiles de l'Occident contre l'intégrité territoriale du pays, notamment au Tibet, au Xinjiang, à Taïwan et à Hong Kong. Les Chinois ont besoin d'alliés et le fait qu'on soit dans une configuration géopolitique assez similaire rapproche les deux pays. En juillet 2021, l'ambassadeur de Chine au Maroc a fait une déclaration fracassante en renouvelant le soutien de la Chine à l'intégrité territoriale du Maroc. Cette déclaration était une première dans l'histoire des relations entre les deux pays. Pour vous donner un exemple de l'importance de cette déclaration, je peux citer la rumeur qui avait circulé sur l'ouverture d'un consulat d'Égypte à Laayoune. Cette rumeur avait entraîné l'ambassadeur d'Égypte à Alger à démentir l'info de manière très virulente, sous la pression d'Alger, avant que l'ambassadeur de Rabat ne revienne sur les propos de son collègue. Celui-ci avait déclaré que l'Égypte n'avait jamais reconnu le Polisario comme pour calmer l'opinion publique marocaine. Vous avez donc un exemple parfait de cette hypocrisie nord-africaine. La Tunisie, l'Égypte, la Libye et la Mauritanie ont cette même attitude de neutralité qui n'est autre qu'une complicité avec le régime militaire d'Alger. Ces pays savent que l'attitude hystérique d'Alger vis-à-vis du Maroc n'est pas normale et encore plus qu'elle est anti-islamique. Vouloir la division des musulmans, vouloir pour autrui ce qu'on ne veut pas pour soi-même sont des postures anti-musulmanes. C'est d'ailleurs l'argument que les pays du Golfe utilisent contre l'Algérie pour exprimer leur incompréhension par rapport à l'attitude du pays. De l'autre côté, vous avez des puissances au Moyen-Orient, en Amérique et en Asie qui assument leur soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Donc qu'est-ce que cela va apporter au Maroc ? C'est un projet qui pourrait à terme être très bénéfique pour le Maroc. Ça va permettre tout d'abord au pays de diversifier ses partenaires commerciaux et donc d'être moins dépendant de l'Europe. J'aborderai plus loin comment l'Europe voit d'un très mauvais œil ce rapprochement en donnant des exemples concrets. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a organisé une conférence avec son homologue chinois le 5 janvier 2022 pour signer des accords commerciaux et entériner ce projet de nouvelle route de la soie. Les experts pensent que le partenariat entre la Chine et le Maroc est moins porté sur les énergies et l'exploitation des ressources naturelles que d'autres partenariats avec d'autres pays africains. Le but ultime de la Chine, c'est de créer un réseau d'infrastructures qui lui permettent d'acheminer des ressources naturelles d'Afrique vers la Chine pour ensuite les transformer et les exporter vers le reste du monde. Selon le média chinois South China Morning, la coopération avec le Maroc est différente. La Chine s'est engagée à établir des joint ventures avec des entreprises marocaines dans le secteur des énergies renouvelables. Le pays va aussi faciliter l'installation d'entreprises chinoises au Maroc. Nous avons un exemple de coopération avec la zone industrielle de Tanger Tech City qui a repris les travaux d'aménagement après une longue pause résultant d'un malentendu sur la propriété des lieux. Une fois terminée, cette ville nouvelle devrait accueillir plus de 10 milliards de dollars d'investissements chinois. En 2018, le constructeur automobile BYD avait déclaré qu'il s'installerait dans la zone pour développer une unité de fabrication de voitures électriques. En 2019, la société chinoise Aelon avait aussi annoncé son projet de s'installer dans la zone industrielle pour produire des éoliennes en partenariat avec une entreprise locale. La compagnie chinoise avait promis un investissement de plus de 140 millions de dollars. Tous ces projets sont toujours d'actualité, ils attendent juste que Tanger Tech City soit finalisé pour commencer la phase d'installation.
La signature de ces accords avec la Chine va contribuer à multiplier la mise en place de projets similaires. Aelon est un concurrent redoutable pour l'allemand Siemens. Le Maroc étant un champion des énergies renouvelables, diversifier nos partenaires commerciaux est la meilleure stratégie pour obtenir plus d'avantages lors des négociations. L'objectif du pays, c'est de maîtriser les technologies vertes pour pouvoir exploiter nos ressources naturelles nous-mêmes. Il semblerait que la Chine souhaite accompagner le Maroc dans cette démarche via l'installation de joint ventures. L'autre avantage important pour le Maroc, c'est aussi un accès à une source de financement nouvelle pour mener à bien des projets d'envergure. Il faut toutefois que le Maroc soit prudent pour ne pas tomber dans des accords qui pourraient menacer sa souveraineté comme au Sri Lanka. Le Maroc a un avantage, c'est qu'il détient déjà des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires de pointe. Ces infrastructures appartiennent à des acteurs marocains. Nous avons un réseau de ports ultra performants et de renommée mondiale comme celui de Tanger, d'Agadir ou de Casablanca, mais aussi de nombreux ports en construction à des endroits très stratégiques. Je peux notamment citer le port de Nador West Med qui sera finalisé cette année et celui de Dakhla dont la construction débutera aussi cette année. Avec le port de Dakhla et la voie express qui parcourt le nord du pays jusqu'au sud du Sahara, c'est potentiellement une voie d'exportation vers la Mauritanie et le Sahel pour la Chine. Ce port et cette voie express vont aussi permettre au Maroc d'acheminer des engins lourds pour exploiter les nombreuses ressources naturelles du Sahara. Je pense notamment aux métaux précieux qui ont été découverts dans la région de Dakhla. La Chine pourrait potentiellement contribuer à l'exploitation de ces ressources. Toutes ces infrastructures font du Maroc une plateforme logistique ultra performante et compétitive inégalée dans la région. Pour les Chinois, il ne sera pas question de construire des infrastructures lourdes, mais plutôt d'opérer des partenariats économiques dans le pays, sur le même principe que la zone industrielle de Tanger Tech City. Le Maroc est aussi la porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Les Chinois s'intéressent de plus en plus à Casa Finance City pour opérer leurs investissements dans la région, en utilisant notamment le réseau de banques marocaines. La Chine peut aussi aider le Maroc à renforcer son secteur automobile. Elle peut utiliser le réseau de sous-traitants dans le pays pour installer ses constructeurs automobiles chinois et exporter les voitures vers l'Europe ou le reste de l'Afrique. Le Maroc ambitionne de devenir le pays le plus compétitif du monde dans le secteur de l'automobile et donc il sera de plus en plus intéressant pour les constructeurs chinois d'opérer des délocalisations stratégiques dans le pays. Il y a aussi du potentiel de développement dans la pêche et les engrais. Le Maroc a l'une des côtes maritimes les plus longues d'Afrique. Le pays détient aussi 75% des réserves mondiales de phosphate et donc c'est un pays qui va devenir de plus en plus important sur la scène internationale au fur et à mesure que les réserves d'autres pays s'épuisent. Encore aujourd'hui, les prix du phosphate n'ont jamais été aussi élevés depuis 2013 suite à l'annonce de la Russie de mettre fin à l'exportation de la roche. Les raisons de cela, c'est la volonté du pays d'utiliser cette ressource comme fertilisant pour son agriculture nationale. Cette hausse des prix du phosphate a poussé les prix des denrées agricoles à la hausse partout dans le monde. Donc maintenant, on va aborder le sujet de l'Europe et on va essayer de voir pourquoi ces accords dérangent les Européens. Donc ce développement des relations entre la Chine a provoqué beaucoup d'inquiétudes en Europe. Le Maroc est un pays stratégique pour l'Europe pour les raisons que j'ai expliquées plus haut. Il s'agit d'un pays stable, libéral, qui dispose de ressources en énergie verte incroyables. C'est un pays qui a un leadership en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est une plateforme logistique tournée vers le monde. C'est un pays qui a de très bonnes relations avec les pays du Moyen-Orient. Enfin, les accords d'Abraham ont permis au pays de se sortir de ce rapport de chantage malsain avec l'Europe. Le Maroc est désormais beaucoup plus libre de mener sa politique étrangère grâce à la reconnaissance des États-Unis et sa souveraineté sur son Sahara, mais aussi et surtout grâce à son alliance stratégique avec Israël. Le Maroc est passé du jour au lendemain d'une position discrète à un pays dominateur qu'il faut craindre. Il suffit de voir les réactions hystériques du voisin de l'Est, mais pas seulement. On voit comment l'Espagne essaye désespérément de se rapprocher du Maroc. Le Maroc a obtenu le limogeage de la ministre des Affaires étrangères qui était impliquée dans le scandale de la visite de l'Algérien Brahim Ghali. Le président allemand a aussi récemment offert au roi de venir faire une visite officielle en Allemagne pour reprendre la coopération économique entre les deux pays. Il a aussi rappelé que le plan d'autonomie était une bonne solution. C'est un événement considérable et une claque à la figure du régime algérien qui se félicitait il y a quelques mois du soi-disant isolement de notre pays. Ces appels du pied de l'Allemagne coïncident étrangement avec le rapprochement entre la Chine et le Maroc. Les Allemands veulent intégrer le Maroc dans leur stratégie de développement des énergies renouvelables. Avant la brouille diplomatique, beaucoup de projets allemands étaient prévus au Maroc, notamment dans le secteur de l'hydrogène et de l'éolien. Siemens Gamesa est installée au Maroc, l'entreprise produit des pales d'éoliennes et voit d'un très mauvais œil l'arrivée des Chinois dans ce segment. La façade atlantique du Maroc est l'une des plus venteuses du monde, il y a un potentiel énorme pour l'éolien.
Les Allemands ne voudraient pas, par exemple, que les éoliennes qui vont composer le parc de l'entreprise britannique X-Links soient fabriquées par une joint venture maroco-chinoise. Les Allemands misent aussi beaucoup sur les technologies de l'hydrogène pour contrecarrer la montée en puissance de la voiture électrique. Tesla est sur le point d'ouvrir une usine à Berlin et l'entreprise risque de rafler le marché allemand et européen. L'Allemagne veut développer l'hydrogène pour des raisons d'ordre sociétal. Une voiture à combustion nécessite beaucoup de travail grâce à la complexité des moteurs. A l'inverse, un moteur électrique est composé de très peu de pièces et ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre. Pour l'Allemagne, qui a bâti son économie autour de son industrie automobile, transitionner vers l'électrique, ça signifierait la destruction de centaines de milliers d'emplois. C'est pour cela que le pays souhaite développer un moteur à combustion qui fonctionne à l'hydrogène. Malheureusement pour l'Allemagne, pour produire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité, si possible de l'électricité obtenue grâce à des moyens écologiques. Il y a très peu de pays qui peuvent produire une énergie verte pas chère et parmi ces pays on retrouve le Maroc. On comprend donc mieux l'attitude de ce gouvernement allemand qui est composé d'une coalition de plusieurs partis de gauche, dont les Verts qui soutiennent les efforts du Maroc en termes de transition écologique. Enfin, le dernier élément important, c'est le fait que le Maroc possède la plupart des ressources qui rentrent dans la fabrication des batteries. Nous avons du phosphate, du cuivre, du cobalt, de l'argent et de l'or. L'entreprise Managem fournit déjà le secteur automobile allemand en cobalt. Éventuellement, cette ressource naturelle précieuse sera transformée sur place. L'autre pays européen qui se sent en danger par rapport à la Chine, c'est bien évidemment la France, qui est en train de faire des appels du pied à la fois au Maroc et au régime algérien. La France ne sait plus sur quel pied danser. La France est consciente de son image catastrophique en Afrique et elle voudrait construire un partenariat stratégique avec le Maroc en Afrique pour gagner des marchés, notamment en Afrique de l'Ouest. La France voudrait aussi rafler des marchés au Maroc, notamment celui du TGV Agadir-Marrakech. La France est en concurrence directe avec la Chine qui propose un prix beaucoup plus bas. Cette concurrence a entraîné Alstom à annoncer l'ouverture en 2023 d'une nouvelle ligne de production à Fès, comme si l'entreprise voulait peser sur la balance face à la Chine. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo comment l'euro fort rendait les technologies françaises complètement hors de prix pour les Africains. À chaque fois qu'une entreprise française gagne un contrat en Afrique, c'est soit que le financement est très avantageux, ou soit qu'il y a de la corruption dans l'air. Parce que la réalité, c'est que la Chine est infiniment plus compétitive que la France, c'est pour ça qu'elle est vue comme une menace. La Chine est moins chère dans la construction, l'ingénierie et le transport. Par exemple, le TER de Dakar aurait pu être construit par une société chinoise pour 2 fois moins cher que le prix proposé par Alstom. Mais la France a dû proposer autre chose, ou jouer de ces relations. C'est d'ailleurs ces pratiques occultes que l'on a pour longtemps appelées des relations France-Afrique. La Chine a complètement anéanti cette relation néocoloniale en se proposant comme une alternative à l'ancienne puissance coloniale. Donc la France ne voudrait pas voir le Maroc se rapprocher d'un concurrent de taille en Afrique et nouer une relation privilégiée avec celui-ci qui lui permette de gagner du terrain en Afrique de l'Ouest. Personnellement, je ne suis pas hostile à la France, je pense que la France a été primordiale dans le développement du secteur automobile dans le pays, même s'il ne faut pas être naïf, le Maroc a fait des concessions fiscales énormes pour que Renault et Peugeot s'installent dans le pays. Donc en conclusion, le Maroc, en devenant le premier pays d'Afrique du Nord à rejoindre la nouvelle route de la soie, vient de prendre une place importante dans la stratégie d'expansion économique chinoise. Cette adhésion va bénéficier au Maroc dans le temps car elle va permettre d'attirer de nouveaux investissements et de renforcer son rôle de leader africain. Ce rapprochement est aussi vu comme une menace par l'Europe qui voit la future première puissance mondiale s'installer à ses portes et se positionner pour la concurrencer en Afrique. Voilà, c'était une longue vidéo car il y avait beaucoup à dire sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner si cette analyse vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.